Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez toujours l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche 9 juin 2024, la Russie intensifie son offensive diplomatique en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé plus d'instructeurs militaires et du matériel militaire au Burkina Faso. C'était lors de sa tournée africaine cette semaine. Au Soudan, les conséquences humanitaires de la guerre sont de plus en plus désastreuses. Le nombre de déplacés augmente au moment où les rebelles des FSR sont accusés de crimes de guerre. En République démocratique du Congo, le procès lié à la tentative du coup d'État du mois dernier a débuté vendredi. Le parquet a requis des peines maximales, la peine de mort, à l'encontre des accusés. Bienvenue encore. La Russie enverra du matériel militaire et des instructeurs supplémentaires au Burkina Faso pour aider le pays à renforcer ses capacités de défense et à lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères qui était justement cette semaine à Ouagadougou. Dès les premiers contacts entre nos deux pays, après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, nous avons été très étroitement engagés dans tous les domaines de coopération, y compris le développement des liens militaires et militaro-techniques, a déclaré le ministre Sergueï Lavrov en visite au Burkina Faso. Je n'ai aucun doute que grâce à cette coopération, les poches de terrorisme restantes sur le territoire du Burkina Faso seront détruites, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, la capitale. Président Burkina Faso. Monsieur le Président a parlé des mesures qu'est en train d'entreprendre son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour restaurer la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Il y a également des projets du développement du domaine social et économique. Развитию социально-экономической сферы. Nous avons exprimé notre soutien à ces projets et nous avons également dit que nous allons soutenir ces projets, et tout cela s'inscrit dans le cadre des accords qui ont été conclus entre les présidents Poutine et le président Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet de l'année passée. Второго саммита Россия-Африка. Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль. Nous avons également mentionné les investissements en matière des mines que font des opérateurs économiques russes. Nous avons parlé également du domaine du commerce et de la liste de projets dans ce domaine qui va être élargie. Nous avons évoqué les questions de l'agriculture. Nous pouvons apporter notre soutien dans la production des engrais. Nous avons également parlé de l'industrie pharmaceutique, et puis également nous avons parlé de la création du laboratoire sanitaire qui permet de prévenir, de détecter des maladies infectieuses. Преодолевать инфекционные заболевания. И, безусловно, мы развиваем военно-техническое сотрудничество. Bien évidemment, nous allons continuer notre coopération, notre soutien en matière militaire et technique. Nous allons continuer la livraison des articles à destination militaire pour augmenter la capacité de combat du Burkina Faso pour qu'il puisse combattre le reste des groupes terroristes. Остатков террористических группировок. Sergueï Lavrov a effectué une série de visites en Afrique depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que la Russie, frappée par des sanctions occidentales, cherche de nouveaux partenaires commerciaux et tente de rallier les pays en développement derrière sa vision des mondes multipolaires qui ne soient plus dominés par les États-Unis ou par les anciennes puissances coloniales européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne. Les liens croissants en matière de sécurité entre la Russie et l'Afrique, notamment avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où des chefs militaires ont pris le pouvoir par des coups d'État, sont une source d'inquiétude pour les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux. Le ministre russe des Affaires étrangères a terminé sa tournée africaine cette semaine par le Tchad,
où il s'est entretenu longuement avec le président Mohamed Idriss Déby. Dans l'entretemps, le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a déclaré que la Russie était un allié constant du Zimbabwe. Emerson Mnangagwa, s'exprimant au cours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg vendredi, a félicité le président russe pour avoir défendu l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Russie. Le Zimbabwe considère la Fédération de Russie comme un allié mondial constant, a déclaré Emerson Mnangagwa sur une scène partagée par le président Poutine à Saint-Pétersbourg. La force réside dans notre unité, notre adaptabilité et notre innovation, a déclaré Mnangagwa. Il est regrettable et inacceptable que l'Occident collectif continue de se nourrir de tendances hégémoniques qui violent de manière flagrante l'égalité souveraine des nations, la justice et l'équité, a déclaré Emerson Mnangagwa lors de ce forum. Le dirigeant zimbabwéen a également appelé à la levée des sanctions imposées au Zimbabwe qui, selon lui, constituent une réponse punitive aux initiatives de réforme agraire du pays. Les sanctions contre le Zimbabwe ont été imposées pour le crime du peuple zimbabwéen revendiquant ses propres terres, a déclaré Emerson Mnangagwa. Malgré ces défis, Emerson Mnangagwa a rassuré les participants sur le fait que le Zimbabwe restait ouvert aux affaires, invitant à l'investissement et à la coopération internationale. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est un événement annuel rassemblant les dirigeants politiques et commerciaux du monde entier pour discuter des questions économiques clés et favoriser la coopération internationale. Des représentants du gouvernement agiraient illégalement en mettant en œuvre le projet britannique d'expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda en violation d'une ordonnance de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qu'a déclaré jeudi un syndicat de fonctionnaires devant la Haute Cour de Londres. Le syndicat FDA intente une action en justice contre le gouvernement au sujet des directives données aux fonctionnaires sur la manière de mettre en œuvre les décisions visant à expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Selon lui, cela signifierait que ces membres violeraient le droit international. Les directives indiquent aux fonctionnaires d'obéir au ministre s'ils décident d'ignorer des injonctions temporaires, mesures provisoires émises par la Cour européenne des droits de l'homme basée à Strasbourg, en France. Et les avocats de la FDA affirment que cela implique illégalement des fonctionnaires dans une violation flagrante du droit international allant à l'encontre de leur code de conduite. Le tribunal de Strasbourg a clairement établi que les mesures provisoires ne sont pas facultatives, a déclaré l'avocat du syndicat FDA. Et cette contestation judiciaire intervient avant les élections nationales du 4 juillet en Grande-Bretagne, au cours desquelles l'immigration sera à nouveau un problème politique majeur au centre des discussions et du débat électoral. L'envoi au Rwanda de demandeurs d'asile arrivés sans autorisation en Grande-Bretagne est la politique d'immigration phare du Premier ministre Rishi Sunak, mais des obstacles juridiques et parlementaires l'ont empêché de démarrer. L'année dernière, la Cour suprême a jugé ce projet illégal en raison du risque que le Rwanda renvoie les demandeurs d'asile dans leur pays d'origine. En réponse, Rishi Sunak a signé un nouveau traité avec le Rwanda et a fait adopter une nouvelle législation par le Parlement pour annuler la décision de la Cour suprême. Mais la mise en œuvre de cette politique dépend de la victoire électorale des conservateurs de Rishi Sunak. Le premier vol devrait décoller le 24 juillet si les conservateurs gagnent, mais le parti travailliste d'opposition, en tête d'environ 20 points dans les sondages d'opinion, s'est engagé à abandonner le projet s'il est élu. Au Soudan, les forces de soutien rapide, les FSR et les paramilitaires des FSR ont pris d'assaut l'hôpital d'El-Fasher Sud samedi avant que les violents affrontements éclatent à proximité
avec l'armée soudanaise et les forces alliées, conduisant finalement au retrait des forces de soutien rapide. L'hôpital Sud, soutenu par Médecins sans frontières, seul établissement opérationnel de la ville, capable de prendre en charge un nombre massif de blessés, a été soumis à des attaques répétées depuis le début du conflit entre l'armée et les FSR, le 10 mai. Les médecins de l'hôpital ont rapporté que les combattants des FSR ont pris d'assaut l'hôpital, confisquant les téléphones et les effets personnels du personnel médical. Le directeur de l'hôpital et le directeur médical ont été blessés lors du raid. Les témoins oculaires ont décrit l'infiltration des combattants des FSR à El Fasher et l'assaut sur l'hôpital, suivi des combats avec l'armée et les forces alliées du mouvement populaire. Des affrontements ont eu lieu sur 3 fronts dans la ville, déplaçant des milliers d'habitants qui ont fui les combats et les bombardements de l'artillerie des FSR, ciblant des zones résidentielles et les abris. L'hôpital Sud a subi plusieurs attaques des FSR en mai et ces derniers jours, poussant Médecins sans frontières à appeler son évacuation vers un lieu plus sûr. Le gouverneur du Darfour, Mini Minawi, s'exprimant lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, a déclaré que les FSR avaient attaqué El Fasher samedi depuis plusieurs directions et infiltré l'hôpital où de nombreux blessés étaient soignés à la suite de bombardements délibérés. Il a déclaré que l'armée et les forces alliées avaient repoussé l'attaque, mais a souligné que la ville était en feu. Le gouverneur Minawi a rapporté que ces évaluations quotidiennes montrent un nombre de morts civils plus élevé que celui des soldats de l'armée et des forces alliées, décrivant cela comme une tentative de génocide, de nettoyage ethnique contre les habitants d'El Fasher. Il a condamné les FSR, les qualifiant d'organisations terroristes représentant un danger tant pour les humains que pour les animaux, affirmant que certains membres auraient besoin d'un traitement psychiatrique après la guerre pour réintégrer la société. Selon le gouverneur Minawi, les FSR visent à contrôler El Fasher pour livrer le Darfour à un pays anonyme qui s'est engagé à reprendre la région après sa chute et à réprimer toute résistance. Le gouverneur a déclaré « Le peuple soudanais ne peut pas se rendre aux forces de soutien rapide qui ont été fondées sur des principes ethniques, tribaux et racistes. » Le gouverneur Minawi a affirmé qu'il ne renoncerait pas à faire appel au FSR et à la coordination des forces civiles et démocratiques d'Agadom pour qu'elles adhèrent à l'unité nationale et participent à un dialogue national englobant tout le peuple soudanais. Nous sommes toujours au Soudan où les comités de résistance du quartier de Madani ont annoncé mercredi que les forces de soutien rapide, les FSR, toujours ces paramilitaires, ont pris d'assaut le village de Wad al-Noura dans le 24e localité d'Al-Qurashi de l'État d'Al-Jazira, tuant près de 100 personnes. Les comités de Madani ont diffusé une vidéo montrant l'enterrement de dizaines de victimes sur une place publique au milieu d'un grand rassemblement d'habitants. Dans un communiqué, les comités de quartier ont rapporté le village de Wad al-Noura a été témoin d'un massacre après que la milice des FSR l'a attaqué à 2 reprises, tuant jusqu'à 100 personnes. Le communiqué souligne que l'incident survenu dans le village était un massacre à grande échelle perpétré par les FSR alors que l'armée restait stationnaire à l'intérieur de la localité d'Al-Manakil. Mercredi, les comités de résistance de Madani ont émis un avertissement concernant le siège strict imposé par les FSR au village d'Oual al-Noura, accompagné d'un barrage de tirs pour tenter de prendre d'assaut la ville avant de l'attaquer. Le Parti national Ouma a condamné les violations continues perpétrées par les FSR contre les civils dans les villages de l'État du centre et du Soudan, qualifiant de violente l'attaque de Wad al-Noura qui a entraîné la mort de plusieurs civils. Depuis qu'ils ont pris le contrôle d'Al-Jazira à la fin de l'année dernière,
Les paramilitaires des FSR ont mené des raids dans les villages de l'État, commettant des crimes odieux contre les habitants non armés, notamment des meurtres, des enlèvements, des déplacements forcés et des pillages de propriétés, notamment de récoltes et de meubles des maisons. Les habitants dans les Jazeera réclament de plus en plus d'armes pour faire face aux atrocités commises par les FSR qui se sont intensifiées ces dernières semaines. De même, les comités de résistance d'Ali Assahissa dans l'État d'Al Jazeera ont rapporté qu'une unité des FSR avait attaqué samedi soir le village de Wadi Al-Amin dans la zone rurale d'Abu Ujd, pénétra par effraction dans des maisons avec l'intention de voler, prenant même les plus petites sommes d'argent et de biens. Les commissions ont noté que les FSR continuent de commettre des violations contre les civils non armés dans le cadre de la politique de protecteur du bourreau, faisant du mythe et du chaos une réalité tangible, comme s'il y avait du côté dans l'équation. Ils ont ajouté que la solution des FSR est de rejoindre les rangs des milices pour parer aux attaques barbares, à protéger les villages du chaos et étendre la militarisation jusqu'à ce que les communautés d'Al Jazeera soient pleinement militarisées. Les FSR proposent de recruter des individus dans les villages en échange d'une protection. Cette mesure n'est pas bien accueillie par les communautés locales qui dépendent de l'agriculture et du commerce, secteurs qui ont été presque complètement perturbés par la guerre. Dans le même temps, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, au Soudan, en raison du conflit, pourrait bientôt dépasser les 10 millions, comme l'a déclaré vendredi l'Agence des Nations Unies pour l'immigration, OIM, dans le cadre de cette grande crise de déplacement au monde. Imaginez qu'une ville de la taille de Londres soit déplacée. C'est comme ça, mais cela se produit avec la menace constante de tirs croisés, de famine, de maladies et de violences ethniques et sexistes et brutales, a déclaré la directrice générale de l'OIM, Amy Pope. Les besoins humanitaires au Soudan sont massifs, aigus et immédiats, et pourtant seulement 19% des fonds que nous avons demandés ont été versés. Des efforts internationaux unifiés sont nécessaires pour éviter une famine imminente, a déclaré Amy Pope. Combien de souffrances et de pertes en vies humaines le peuple soudanais doit-il endurer avant que le monde ne s'en rende compte? 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne suffisent-ils pas pour forcer une action mondiale urgente, a renchéri Mohamed Khefat, chef de la mission soudanaise de l'Organisation internationale pour l'immigration OIM. Chacune de ces 10 millions de personnes déplacées représente une profonde tragédie humaine qui requiert une attention urgente. L'OIM a enregistré cette semaine 9,1 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan. Avant la guerre, il y avait déjà 2,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan, selon l'OIM. Au total, environ 12 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer et plus de 2 millions ont traversé la frontière vers les pays voisins, notamment l'Égypte et le Tchad. Mohamed Khefat a déclaré que plus de la moitié de personnes déplacées au Soudan étaient des femmes et un quart d'entre elles étaient des enfants de moins de 5 ans. Il a déclaré que les agences humanitaires avaient du mal à répondre aux besoins croissants. Le manque de financement entrave les efforts visant à fournir un logement adéquat, de la nourriture et une assistance médicale, a ajouté Mohamed Khefat. De sérieuses inquiétudes grandissent quant à l'impact à long terme de déplacement des populations sur le tissu social et économique du Soudan. Les agences de l'ONU ont averti que le Soudan courait un risque immédiat de famine
avec environ 18 millions de personnes souffrant de sang aigu, dont 3,6 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Un tribunal zambien a condamné vendredi 22 ressortissants chinois à de longues peines de prison pour des cybercrimes, comprenant des fraudes sur Internet et des escroqueries en ligne ciblant des Zambiens et d'autres personnes de Singapour, du Pérou et des Émirats arabes unis. Le tribunal de première instance de la capitale Lusaka les a condamnés à des peines allant de 7 à 11 ans. Le tribunal leur a également infligé une amende comprise entre 1 500 et 3 000 $ après qu'ils ont plaidé coupables mercredi des accusations de fausses déclarations liées à l'informatique, de fraude d'identité et d'exploitation illégale d'un réseau ou d'un service. Un Camerounais a également été reconnu coupable et condamné à une amende pour les mêmes chefs d'accusation. Il faisait partie d'un groupe de 77 personnes, pour la plupart des Zambiens, arrêtés en avril pour ce que la police a décrit comme un syndicat sophistiqué de fraude sur Internet. Le directeur général de la Commission de lutte contre la drogue, Nazone Banda, a déclaré que les enquêtes avaient commencé après que les autorités ont remarqué une augmentation du nombre de cas de fraude liés à la cybersécurité et que de nombreuses personnes se sont plaintes de perdre inexplicablement de l'argent sur leur téléphone portable ou leur compte bancaire. Des agents de la commission de la police et du département de l'immigration et de l'unité antiterroriste ont fait irruption en avril dans une entreprise dirigée par des Chinois dans une banlieue chic de Lusaka, arrêtant 77 personnes, dont celles condamnées vendredi. Les autorités ont récupéré plus de 13 000 cartes SIM de téléphones portables locaux et étrangers, 2 armes à feu et 78 cartouches au cours du raid. Toujours sur le chapitre de la justice, l'Espagne est devenue jeudi le premier pays européen à demander à la Cour internationale de justice l'autorisation de se joindre à l'affaire sud-africaine accusant Israël de génocide à Gaza. L'Afrique du Sud a déposé son dossier auprès de la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière. Le pays a allégué qu'Israël a violé la Convention sur le génocide dans son attaque militaire qui a ravagé de vastes ponts de Gaza. La Cour a ordonné à Israël de mettre immédiatement fin à son offensive militaire dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, mais n'a pas ordonné un cessez-le-feu pour l'enclave. Israël ne s'est pas conformé à cette décision et ne montre aucun signe de le faire. Il ne fait aucun doute que l'Espagne restera du bon côté de l'histoire, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez après l'annonce de son ministre des Affaires étrangères. Le Mexique, la Colombie, le Nicaragua, la Libye et les Palestiniens attendent que la Cour internationale de justice de l'Haye aux Pays-Bas approuve leur demande de se joindre à l'affaire. Israël nie avoir commis un génocide dans le cadre de son opération militaire visant à écraser le Hamas, opération déclenchée après des attaques meurtrières du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le Hamas a tué 1200 personnes et en a pris 250 autres en otage lors de ces attaques surprises du 7 octobre 2023. Les attaques aériennes et terrestres d'Israël ont depuis tué 36 000 personnes palestiniennes, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils. Nous prenons cette décision en raison de l'opération militaire en cours à Gaza, a déclaré à Madrid le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. Nous voulons que la paix revienne à Gaza et au Moyen-Orient, et pour cela, nous devons tous soutenir la Cour. Une fois admise dans l'affaire, l'Espagne pourrait présenter des observations écrites et s'exprimer lors d'audiences publiques.
La demande de l'Espagne est la dernière initiative de la coalition de gauche de Sanchez pour soutenir les efforts de rétablissement de la paix à Gaza. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien le 28 mai dans le cadre d'un effort coordonné des 3 pays d'Europe occidentale. La Slovénie, membre de l'Union européenne avec l'Espagne et l'Irlande, a emboîté le pas et a reconnu l'État palestinien cette semaine. Plus de 140 pays ont reconnu un État palestinien, soit plus des 2/3 de l'ONU, mais aucune des grandes puissances occidentales comme les États-Unis ne l'a fait. Même si le Premier ministre Sanchez a condamné des attaques du Hamas et s'est associé aux demandes de restitution des otages israéliens restants, il n'a pas hésité à réagir face à la réaction diplomatique d'Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré qu'en reconnaissant un État palestinien, le gouvernement de Sanchez se rendait complice de l'incitation au génocide contre les Juifs et aux crimes de guerre. Des audiences préliminaires ont déjà eu lieu dans l'affaire du génocide contre Israël, mais il faudra probablement des années au tribunal pour parvenir à une décision finale. En République démocratique du Congo, le procès de ceux qui ont pris part à la tentative de coup d'État du mois dernier a débuté vendredi. Les accusés, dont 3 Américains, font face à un certain nombre d'accusations dont beaucoup sont passibles de la peine de mort, notamment terrorisme, meurtre et association de malfaiteurs. Le ministère public a donc détaillé les chefs d'accusation et a requis les peines maximales. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. And accordingly, the speech of the prosecutor, every act, the terrorist act, result to Des actes de terrorisme. it view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. Troisième prévention, c'est le meurtre. Et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu'ils ont eu à donner volontairement la mort aux policiers qui étaient de garde dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guy committed to the house of the former Minister of Economy, Vital Kamerhe. La peine, c'est la peine de mort également. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 9 juin 2024. Je vous en rappelle les titres principaux. La Russie intensifie son offensive diplomatique en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui était en tournée en Afrique cette semaine, a annoncé plus d'instructeurs militaires et du matériel militaire au Burkina Faso. Au Soudan, les conséquences humanitaires de la guerre sont de plus en plus désastreuses. Le nombre de déplacés augmente sans cesse alors que les rebelles des FCR sont accusés de crimes de guerre et de génocide. En République démocratique du Congo, le procès de la tentative du coup d'État a débuté vendredi. Le parquet a requis la peine de mort à l'encontre des accusés. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 9 juin 2024. Je vous retrouve le dimanche prochain. Ce sera le 16 juin 2024. D'ici là, je vous souhaite de passer une très agréable semaine. Au revoir.